Et rebonjour, à tous, merci de nous rejoindre donc sur cette deuxième partie du e-com day. Pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, je vais me représenter. Je suis Mathilde Rondic, j'ai fondé 3 startups. Aujourd'hui, je suis, coach, de dirigeants, consultante et également directrice des opérations dans une startup qui fait des mannequins en intelligence artificielle. Ça fait beaucoup d'activités et surtout, j'ai le plaisir cet après-midi d'accueillir Oriane qui va nous présenter, l'aventure Salty et surtout comment on fait pour faire de l'acquisition quand on est dans la sextech. Bonjour Oriane. Bonjour Mathilde, merci de me recevoir. Bonjour tout le monde. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur toi et ce qui t'amène à nous parler aujourd'hui? Oui, bien sûr. Moi, je vous viens du coup de Bordeaux. Oui. Je suis spécialisée en e-commerce et après avoir été en charge du e-commerce chez Le Petit Ballon, le vendeur de vin, j'ai décidé de monter Salty. Donc voilà, c'est un projet qui date de 2023. Ouais. C'est quoi Salty? Salty, c'est un sex shop que je souhaitais bâtir sur des codes modernes, novateurs et sur surtout l'idée d'avoir une expérience client qui soit un petit peu plus en phase avec ce qu'on peut voir aujourd'hui dans la tech. Et c'est une grande épopée. Bah, tu vas nous en dire un petit peu plus parce que justement, c'est le sujet du jour, c'est la difficulté à avoir de l'attraction et à augmenter, à la fois, les visiteurs, sur ton site et à pouvoir les fidéliser, à fidéliser tes clients. Est-ce que tu veux, nous expliquer un petit peu plus la genèse de Salty et le marché sur lequel tu t'es positionnée? Ouais, Qu'est-ce bien que tu sûr. t'en retiens? Ce que vous avez peut-être en tête là, quand on se parle de sextech, c'est que le marché de la sexualité n'est plus un tabou et est rentré dans les mœurs aujourd'hui. Et c'est vrai que d'un point de vue d'un certain microcosme, on pourrait croire que c'est le cas. Mais en réalité, ça reste un marché qui est quand même encore diabolisé, marginalisé et qui est un peu laissé de côté. Pour qu'on ait une petite idée, en termes de volume d'affaires, c'est combien le marché de la sextech? En fait, on estime que c'est un marché qui est important, qui est en croissance. Forbes parle de 16 milliards de dollars en Europe. OK, énorme, ouais. Et en croissance de plus de 7% par an. Ouais. Donc, en fait, c'est quand même un marché qui est de taille importante. Quand on regarde un peu la typologie d'acteurs qui existent aujourd'hui, on se rend compte qu'on a pas mal de marques anciennes sur de la distribution et qui sont restées sur des codes un peu de l'époque à laquelle ils ont évolué. On a un petit peu de marques omnicanal ou des marques très spécialisées sur du D2C. On a Puissante, Mailby, j'imagine que c'est des marques qui vous viennent un peu en tête quand on parle de sextech. Mais sur un distributeur pur, on n'avait pas forcément ce positionnement-là tu vois, avec tout l'attirail complet d'un bon e-commerçant, avec un sourcing hyper qualifié, avec des produits qui soient mis en avant de façon hyper poussée, avec toutes les politiques, tous les bons outils de fidélité, de retour, etc. Ouais. Donc l'idée de Salty, c'était ça, avec évidemment une expérience client qui change la donne par rapport à ce qu'on puisse connaître. Et du coup, tu te lances en quelle année? Je me lance en 2023. À ce moment-là, donc je quitte Le Petit Ballon et je lance donc l'activité à partir de début d'année 2024. Et en fait, ce qui semblait être un peu une bonne idée, de prendre cette place justement de distributeur dans la sextech avec une approche un peu neuve, s'est révélé être un bon casse-tête digital. D'accord. Toi, tu es arrivée donc de l'acquisition, tu savais en faire? J'étais pas en charge de l'acquisition experte. chez Le Petit Ballon, mais c'était Ouais. des notions avec lesquelles j'étais familière et que si tu veux, quand j'ai construit le plan Salty, évidemment, la partie acquisition était une brique essentielle du projet. Et moi, j'avais envie de m'amuser sur un terrain de jeu digital. J'avais envie de toucher aux leviers d'acquisition digitaux. Donc, je me lance et là, je me rends compte que, surtout que moi, je venais de la wine tech, donc les sujets un peu touchy, j'avais l'habitude, mais je me suis heurtée finalement à un sujet touchy qui est finalement encadré par aucune loi, ni dans le monde, ni en Europe, ni en France. Oui, parce que du coup, tu dis wine tech, finalement, par exemple, si je veux faire de la publicité, comme c'est réglementé, Il y a des les termes plateformes, elles sont interdits. obligées de se conformer à la réglementation, En c'est fait, ça? Ou elles peuvent avoir une surcouche Tu peux toujours avoir une surcouche en tant que plateforme, mais ce qui se passe dans la wine tech, c'est que la loi française est plus contraignante que les règles des plateformes. Et donc, en fait, c'est assez facile de savoir à quel sein se vouer sur quels sont les termes interdits, quelles sont les façons de présenter mon offre et mon produit qui sont pas autorisées. Donc, nous, sur la wine tech, on n'a pas ça. Évidemment, il y a un bon sens commun qui te dit que
ne serait-ce que pour protéger des publics, mineurs, il y a certaines choses, certaines limites à respecter. Oui. Mais au-delà de ça, on n'a pas forcément de cahier des charges précis. Du coup, c'est chaque plateforme qui va avoir, mainmise sur, les règles qu'elle nous impose, finalement. D'accord, et du coup, sur ton secteur, Et tu as du coup, découvert sur quoi? mon secteur, j'ai découvert que Meta a une politique assez transparente sur, ce qu'ils, prétendent accepter ou pas, que vous avez sous les yeux. En théorie, on pourrait imaginer que ces règles, elles laissent un certain laissez-passer. Dans les faits, c'est pas du tout, le cas. On a, tous les visuels de nos publications qui sont scrutés, le vocabulaire qui l'est aussi, tous les liens de redirection, sur lesquels tu veux renvoyer vers ton offre, ton produit sont aussi, regardés avec attention et souvent censurés. Donc en fait, le résultat des courses, c'est qu'on a très peu d'ads qui passent, la modération, que les seuls ads qu'on arrive à faire passer, je crois qu'il y a un petit exemple là-dessus, ont en fait un message qu'on peut, imaginer comme un peu flou. Tu vois, là, on a un exemple de Passage du désir, de MyLuby ou de Puissante. C'est des marques, si on les connaît pas et que dans le quart de seconde d'attention qu'on porte à ces publicités-là, Oui, tu peux on les imaginer voit, on une peut publicité pour un imaginer canapé ou pour, je sais pas, ou enfin pour de la n'importe quoi en fait. cosméto Ouais. ou pour un maillot de bain, tu Oui. vois? Mais, on Mmh. n'est pas forcément hyper catchy, ce qui est quand même un peu le principe de l'Ads aujourd'hui quand on connaît le niveau de concurrence, tu vois? Bah, surtout quand on est sur les réseaux où finalement on est dans une logique où il y a une forme de surenchère, et du coup on est dans une logique où, tous ceux qui publient ont plutôt, l'habitude d'interpeller. Là, toi, tu te retrouves à devoir édulcorer Ouais, alors que exactement. les autres interpellent. C'est ça Exactement. le Donc c'est très difficile, surtout quand tu es une marque qui débute et que tu as pas de notoriété en tant que marque, c'est très difficile de faire passer le message sur tes produits, quoi. Et ne serait-ce que sur la cible, que tu as en tête, tu vois? Parce que c'est difficile de se reconnaître dans ce genre de publicité. Donc le résultat, c'est que le ciblage, il est pas très précis, et que tu te retrouves avec, des clics qui sont pas hyper qualifiés. Et tout ça, enfin, comment ça se passe? Tu le découvres au fur et à mesure ou tu as, le petit guide, pour, l'entrepreneur de la sextech? Non, il y a pas vraiment c'est difficile aussi de trouver l'information sur ça, puisque même l'information liée à la sextech, du coup, va Et être elle-même censurée censurée? aussi, donc Mmh. c'est pas facile de trouver, des indications précises. Et il y a pas finalement tant de boîtes et d'acteurs que ça non plus, tu vois? Moi, j'ai pas mal échangé sur des bonnes pratiques, sur des bons réflexes avec, notamment mes fournisseurs. On échangeait pas mal sur nos pratiques d'acquisition, mais non, on s'en tient à essayer de décortiquer les règles que les plateformes veulent bien nous donner, même si finalement, on se rend compte qu'eux-mêmes ne respectent pas toujours, ce qu'ils semblent vouloir nous laisser passer. Et est-ce que tu penses qu'il y a un poids, par exemple, enfin, tu parlais de censure, est-ce que tu penses que la modération, humaine versus la modération IA qui arrivait très fort ces derniers mois, ça a pu jouer aussi, que finalement bah, moi j'ai lu il y a 2 jours un article qui disait qu'avec l'IA justement, en termes de modération de contenu, on arrivait à des contenus qui étaient, interdits, presque inutilement parce que c'était, enfin ça passait, pas du tout le filtre parce que le réglage était pas très fin. Est-ce que tu crois que toi, tu as aussi souffert de ça en arrivant en 2024? En fait, c'est très difficile, je veux pas pointer du doigt, l'IA, mais c'est vrai que c'est très difficile à partir en scannant une ad, de savoir si c'est une finalité éducative ou si c'est une finalité plus, extrême. Enfin, c'est très nuancé. Donc évidemment, je pense qu'un œil humain a plus vocation à être capable de faire la différence entre ce qui a une finalité éducative et ce qui n'en a pas. Ce qui a une finalité positive et ce qui est plus, par exemple, misogyne ou détériorant, je ne sais pas. Mmh. Donc ouais, c'est assez compliqué de faire, la part des choses. Et du coup, c'est vrai que les plateformes ont plutôt tendance à avoir une politique on laisse rien passer, quoi. Ouais, et est-ce que tu peux me donner un exemple pour qu'on se figure un petit peu, je sais pas, soit de texte d'annonce, que tu as pu rédiger au début quand tu as commencé, avant de comprendre les règles du jeu et le niveau d'édulcoration que tu dois appliquer, pour que ça passe, tous ces En filtres? fait, moi, si tu veux, j'avais quand même envie au début d'arriver avec, pas mes gros sabots, mais quand même d'utiliser le champ lexical, Ouais. de la sextech, quoi. Donc de parler ne serait-ce que de parler de plaisir, et en fait, ça, c'est vraiment pas des notions qui passent sur Le les mot plateformes. plaisir, ça Le passe mot pas? plaisir associé à un lien de redirection vers ton site, en fait, c'est un peu le combo qui va faire que ça va pas Mmh. marcher.
Si tu mets une photo même par exemple, tu vois, de drap un peu défait en fond, et puis tu as le mot plaisir qui se glisse au milieu et en même temps, tu as un lien qui va ramener vers, ta page produit, voilà, c'est fichu. Et j'avais essayé même des choses très soft sur des campagnes sur des lubrifiants, tu vois, qui est plutôt quelque chose qui est très bon pour la santé. Et qui, je crois pas, fasse la promotion de pratiques extrêmes. Et ben, en fait, on peut pas mettre un lien vers un lubrifiant, quoi. Donc en fait, même les liens vers les produits sont très compliqués à faire passer. Petit conseil, s'il y en a qui veulent le tester, ce qui peut être mis en place, c'est de tester non pas des redirections vers notre site, mais des redirections vers une espèce de landing un peu tampon, qui elle-même intègre un lien vers ton propre site. Oui, mais du coup, ta landing, elle est pas sur ton domaine, elle est... Non, justement, elle est pas sur ton domaine parce que comme ça, t'as ta redirection qui est hyper clean, quoi. Et sur ta redirection, tu mets très peu de mots-clés, tu mets rien qui puisse embêter l'algorithme. Et ça, c'est un truc, c'est toi qui l'as découvert tout seul, c'est un conseil, c'est une agence qui t'a fait faire ça? Pas mal d'acteurs de la sextech faire. Oui. Si on veut se faire accompagner pour faire de l'acquisition sur Meta, il y a 3 options dans tous les secteurs d'ailleurs, mais soit on va travailler avec une agence qui a déjà travaillé dans la sextech, si on en trouve une qui accepte de travailler avec nous. Même des grosses agences, je ne citerai pas leur nom aujourd'hui, et je n'ai rien contre elles, mais ont décidé de ne pas accompagner Salty parce qu'ils s'étaient déjà cassé les dents par le passé. Soit une agence qui a jamais bossé dans la sextech, et quand tu l'approches avec une marque un peu sympa et neuve comme Salty, qui va avoir tendance à se dire que ça va le faire, qu'on va être plus malin que les autres et qu'on va y arriver, et qui se rendent pas compte en fait du poids de cette censure et d'à quel point ça va juste mettre à plat tout le travail qu'on doit faire ensemble. Et il y a une dernière option qui est l'option de travailler avec des agences qui proposent des services de Black Ads. Et donc, Black Ads, c'est... explique-nous ce que c'est. C'est la possibilité d'avoir recours à des comptes un peu bis, qui sont pas liés au nom de ta marque, dont tu n'es pas propriétaire, sur lesquels tu vas pouvoir diffuser ta publicité et sur lesquels tu vas pouvoir, en cas de problème, de bannissement, changer d'un compte à l'autre. Et en fait, tu fais du coup appel à une agence. C'est des pratiques qui sont illégales, je précise. Oui. Qui va mettre des comptes publicitaires à ta disposition pour que tu puisses diffuser ta publicité. Si tu veux aller même un peu plus loin, il y en a certaines qui proposent de ne pas payer Meta toi directement, mais de régler tes frais chez eux directement pour que eux reversent à Meta et que du coup les pistes soient brouillées. Tu n'apparais pas chez Meta. Mais est-ce que à la fin, que ça soit Meta ou Google, est-ce qu'à la fin ils n'arrivent pas à identifier que tu as fait des Black Ads? C'est une pratique qui est plutôt dangereuse, qui est plutôt instable, qui est carrément illégale. Moi, je juge pas du tout les gens qui prennent le parti de faire ce choix-là, de diffuser leur publicité sur de la Black Ad, surtout si la finalité est noble, comme par exemple l'éducation sexuelle. Donc moi, sans aucun jugement, j'ai pas voulu y aller parce que ça reflétait pas mes valeurs personnelles. Et que surtout, je trouve que c'est quand même assez instable, et le fait de pas payer directement toi-même tes propres coûts publicitaires, c'est un peu la porte ouverte aux rackets. Bon voilà, on sait pas, même si tu bosses avec des gens en qui tu peux avoir confiance, c'est pas des pratiques qui me semblent très saines. Et donc du coup, ce que je voulais montrer aussi là, c'est que même chez les gros du secteur, en fait, c'est pas, rien n'est acquis, quoi. J'ai voulu aller vous choper quelques petits exemples d'ads de puissantes et de passages de désir juste après Noël là. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il s'était fait visiblement strike pas mal de publicité. Donc, preuve que même quand on est gros, qu'on est possiblement bien accompagné par des agences avec lesquelles on bosse depuis un certain temps, et ben, c'est pas acquis, quoi. Oui, parce qu'en fait, l'impression que j'ai, tu vas me dire si je me trompe, c'est que les règles du jeu, elles évoluent, elles changent assez vite aussi, peut-être, non ? Probablement. On n'a pas forcément l'information en temps et en heure. En fait, on est plutôt, nous, en train de courir derrière à découvrir ce qui est en train de se passer plutôt qu'à être maître des règles du jeu, quoi. Ok. Donc ça, bon, pour la partie ads. Sur l'organique, sur les réseaux sociaux, alors typiquement sur Instagram, par exemple, comment ça se passe ? C'est pareil, tu as le même niveau de difficulté c'est à émerger ? C'est un peu pareil. Tu es sans cesse banni par la plateforme. C'est vrai sur un petit peu toutes les plateformes, c'est vrai sur Meta, dont on se parle beaucoup, mais c'est aussi vrai sur TikTok, sur Pinterest et sur l'organique, On a, tu vois, moi j'ai bossé avec des nanas qui créent vraiment du contenu à pure vocation d'éducation sexuelle. C'était une association spécialisée dans la santé vulvaire. Et
tu peux te dire que quand même, vraiment, c'est leur raison d'être Oui. et qu'elles réussiront à faire de l'organique, mais même là, ça passe pas, quoi. OK, donc compliqué. Donc compliqué sur la partie plateforme sociale, ouais. Plateforme sociale, sur Google, plus de chance? Sur Google. Google, moi, dans la construction du projet Soltis, c'est un canal que j'avais imaginé comme assez prioritaire. Oui. Donc j'ai voulu pas lâcher là-dessus. Je me suis faite accompagner par une agence. Sur Google, c'est assez difficile de trouver les règles du jeu. Ce qu'on comprend quand on essaye de se renseigner, c'est que visiblement Google considère chaque contenu sexuel comme un contenu sexuel explicite. Il y a pas de hiérarchisation du niveau de... OK, donc c'est on-off. C'est on-off, exactement. Du coup, on essaye de faire la même chose, on essaye d'édulcorer le message, d'essayer de faire passer quand même le message de notre produit, de l'éducation qu'on doit apporter vis-à-vis de ce produit, tout en essayant de plaire à Google. On passe beaucoup de temps à débloquer toutes nos campagnes quand on veut faire de l'aide sur Google. Tout le monde booste un peu ses enchères pour essayer de passer au-dessus des autres. Ouais. Non, Google, on a aussi beaucoup de mal à passer entre les mailles du filet. Ça se compte en heures par semaine pour débloquer des situations, tu vois, faire appel, rencontrer Google. Concrètement, sur Google Ads, j'imagine que du Google Shopping, c'est même pas la peine? On a essayé. Ouais. On a réussi, fut un temps. OK. Ouais. Avec un certain... au niveau des produits, c'était libre ou t'étais très... Non, j'ai réussi à faire passer des sextoys en shopping. Après, il y a aussi une différence entre ce que Google va accepter et ce que Google va montrer. J'ai un petit exemple après que je... Ah ben voilà, vous l'avez sous les yeux. En fait, Google joue pas forcément toujours le jeu quand il s'agit de sextoys. Vous avez, je sais pas si vous voyez bien, mais il y a un exemple à gauche d'une requête classique sur une trottinette électrique. Oui. Et de l'autre côté, c'est la recherche d'un sextoy. On voit bien que Google se donne pas tout à fait le même mal pour mettre en avant les produits, leurs spécificités et toutes les infos qu'on peut vouloir trouver. Oui, parce que alors tu as aussi le filtre Safe Search. Est-ce que ça dépend aussi du réglage? Bien sûr. Énorme distorsion de concurrence, ce filtre Safe Search qui est pas très souvent connu du grand public. Mais il faut savoir que si on est pas connecté à son compte Google ou connecté à son compte Google et qu'on l'a jamais désactivé, la Safe Search c'est activé par défaut. Et la Safe Search a la vocation à passer sous silence des contenus jugés comme étant adultes. Donc ouais, c'est vrai que sur la partie organique sur Google, c'est aussi une sacrée histoire. En termes de diffusion d'annonces, alors tu disais, ouais, c'est difficile. Grosso modo, ça veut dire que tu n'arrivais pas à dépenser les budgets que tu aurais pu mettre pour faire de l'acquisition? J'arrivais à les dépenser. Si, on a quand même réussi in fine à diffuser de la publicité sur Google Ads. Mais comme sur les autres leviers, il y avait pas mal de difficultés, c'est difficile de créer cet effet boule de neige et d'avoir quelque chose de en même rentable, temps avec un effort. Non, honnêtement, avec une agence qui nous accompagne correctement, on arrive quand même à diffuser sur Google. C'est pas stable, ça demande d'y passer beaucoup de temps. Moi, j'étais pas le compte préféré de mon agence Google Ads, tu vois. Il passait beaucoup de temps sur le déblocage de mes comptes et de mes moindres campagnes, quoi. Oui, c'est sûr que pour l'agence, des campagnes qui tournent bien et sur lesquelles tu passes peu de temps, c'est toujours plus intéressant, effectivement. Mais il y a aussi le challenge de trouver peut-être l'angle sous lequel tu vas pouvoir communiquer et annoncer, qui est intéressant quand même. Et puis tu refactures. Donc c'est aussi plus cher de diffuser. Tu peux aussi refacturer, donc tu veux dire qu'il y a une surprime sextech qui est appliquée. Encore des frais en plus. OK. Black Ads ou pas sur Google? Je suis jamais allée jusque-là. Peut-être que c'est possible. Pour le coup, c'est pas un sujet que j'ai creusé puisque donc nous, comme je te disais, on a réussi à diffuser. Et à partir du moment où j'ai décidé d'arrêter de diffuser sur Google, c'est le moment où j'ai décidé d'arrêter de faire de l'Ads tout court. OK. Parce que justement, c'était compliqué sur Meta et que j'ai dit non sur le côté Black Ads et du coup, j'ai décidé d'arrêter des leviers payants. OK, ouais. Donc là, je résume. Meta, pas possible en payant, difficile en organique. Google sur du payant, difficile. Qu'est-ce qui te restait après? La SEO, l'organique sur Google. Donc vous avez déjà un premier exemple de comment Google joue pas tant le jeu en organique et en ads, mais c'est vrai que moi le SEO c'est un sujet que j'ai beaucoup creusé
parce que du coup, ça pouvait être un peu l'Eldorado, tu vois, pour Salty. Ouais. 2 stratégies possibles en SEO. Soit tu te dis que tu vas être actif sur tes autres leviers, chez Meta, sur Google Ads, sur d'autres plateformes sociales. Et du coup, il vaut mieux édulcorer beaucoup ton site, enlever beaucoup de mots-clés parce que du coup, tu dois être considéré comme une redirection fiable. Et donc, tu vas édulcorer beaucoup ton site pour pas être banni aussi par la Safe Search en organique. Donc, je vous ai mis un petit exemple de quelques mots-clés utilisés par Puissante, par exemple, sur sa page produit. Alors, ça a peut-être changé, c'est une capture qui a quelques mois maintenant, mais ce qu'on se rend compte, c'est que, honnêtement, si on connaît pas forcément la marque, c'est pas inné de se dire que c'est de savoir un ce que vibromasseur dont il est question. Oui. Donc, c'est quand même assez édulcoré. Deuxième stratégie, c'est de foncer à fond sur l'optimisation SEO, d'essayer d'avoir quelque chose où on se positionne sur des mots-clés beaucoup plus en phase avec notre secteur. Tu vois, typiquement, là, dans ce cas-là, on aurait pu mettre vibromasseur coco, tu vois, qui aurait été quand même plus parlant. Ouais. Mais je pense que s'ils l'ont pas fait, c'est pas qu'ils connaissent pas leurs mots-clés, c'est que c'est clairement une décision stratégique. Moi, sur Salty, j'ai essayé de faire un truc un peu entre deux, de me dire, j'ai quand même envie de me positionner sur des mots-clés un peu stratégiques. J'ai pas non plus envie que Google me classe tout de suite comme étant trop adulte. Donc, j'ai essayé, via de la création de contenu, d'essayer de trouver cet entre-deux-là, de faire le funambule entre les deux. Et j'ai vu que tu avais des contenus sexos, enfin de qualité en plus. Ouais, carrément. Bah, tu vois, la Sauve Vulvaire dont je te parlais tout à l'heure, on a collaboré ensemble sur des articles de blog. J'ai vraiment essayé d'amener cet axe d'éducation sexuelle dont les plateformes se targuent d'être, tu vois, de soutenir. Ouais. J'ai vraiment essayé de surfer sur cette vague-là. Ça a marché pendant un certain temps, et puis du jour au lendemain, ça n'a plus marché. Alors, en fait, j'allais te dire, ça marche forcément. Moi, j'ai eu un site, enfin, j'ai eu une application dans la santé médicale, et donc on faisait de l'acquisition, et on s'est aperçu que l'acquisition sur le médical sexo, ça marchait très bien en termes de trafic, ça apporte beaucoup de volume. Donc, bon, on n'a pas eu ce filtre, mais peut-être parce qu'on avait la caution médicale à côté. Toi, tu t'es pris un filtre à un moment, c'est ça? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ma théorie, je ne saurais jamais trop ce qui s'est passé chez Google, mais j'ai vraiment eu l'impression d'être passée sous les radars jusqu'à un certain temps. Ouais. Et fin juin, de ne plus passer sous le radar. Et en fait, c'était tellement brutal. Je me rappelle avoir été au téléphone avec une agence SEO à ce moment-là, parce qu'on échangeait tout simplement sur nos actualités, et qui me disait non, mais il y a des problèmes sur la Search Console en ce moment, c'est sûr que c'est un bug, t'inquiète, c'est pas possible une dégringolade comme ça. Bon, ça s'est quand même vachement stabilisé, et depuis on voit bien que c'est pas un bug et que c'est quand même bien ça reflète bien la réalité. Et puis moi je l'ai vu assez vite sur... En proportion, en perte de trafic, c'est combien? Ah bah là, on est quasi sur du 90%, quoi. Ok, c'est énorme. Mais non, c'est vraiment, vraiment énorme entre le pic et là, maintenant, c'est assez instable ces temps-ci. Et puis surtout, le trafic que j'avais réussi à créer autour de mes pages produits s'est cassé la figure. Là, aujourd'hui, j'ai quelques articles de blog qui se positionnent pas très bien, mais qui sont encore visibles et qui me drivent encore un peu de trafic. Mais c'est déjà quelque chose sur lequel je sais que je peux pas capitaliser plus. J'ai un peu l'impression d'avoir un espèce de plafond de verre au-dessus de la génération de trafic autour de ce blog-là. À refaire, j'aurais peut-être mis mon blog sur une URL annexe. D'ailleurs, s'il y en a qui réfléchissent à le faire. Sur un autre domaine ou un autre sous-domaine? Il faudrait creuser. Honnêtement, je suis pas allée assez loin pour pouvoir te répondre, mais en tout cas, je pense qu'il y a un truc à creuser de ce côté-là. Ouais. Et sur la question du moment où tu vas passer dans les radars, est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que tu as participé à une conférence? Est-ce que tu as changé un truc en particulier qui expliquerait, au-delà d'une mise à jour de l'algo de Google, qui pourrait expliquer que d'un coup, tu perdu autant en visibilité? J'aurais du mal à aller jusque-là comme théorie. Je pense que c'est vraiment l'idée de se dire que jusqu'à présent, il y avait un niveau de trafic qui était mineur aux yeux de Google, et qu'à partir du moment où il a un peu compris que tu existais, qu'il y avait vraiment du monde qui passait sur ton site, il se pose plus la question de ce qu'il y a dedans, et il se rend compte qu'il est pas d'accord avec ça. J'imagine. Mais c'est vrai que même les plus grosses marques trinquent sur ce truc-là, tu vois. Il y a un exemple qui est assez connu dans le secteur, c'est celui d'Adam et Ève, qui est une grande marque de distribution de sextoys et produits érotiques en France. Et en fait, on se rend compte que même eux ont complètement disparu de leur propre nom de domaine.
Donc c'est pas parce que tu es gros et que tu as de l'argent et peut-être un peu le bras long que tu vas y arriver. Ils font même partie d'un groupe international. Ils ne sont jamais réapparus sur leur propre nom de secteur. De domaine. De domaine, pardon. Ouais. Quand tu les recherches sur Google, vous avez le petit exemple, ils ont leur blog sur une URL externe qui ressort, ils ont leur help center sur une URL qui ressort, et ensuite ils ont leur catalogue Amazon qui ressort, mais ils ont même pas leur propre nom de domaine. Donc tu peux vraiment te faire blacklister par Google s'il a estimé que tu avais dépassé les bornes, quoi. Ouais, du coup, dans ces cas-là, ton business, ton CA étant forcément dépendant de ton trafic. Ah bah ouais, c'est ça. Et comme tu sais pas vraiment où est la limite, c'est difficile de savoir jusqu'où tu peux aller et quelles sont les limites à pas dépasser, quoi. Ouais, je comprends. Là, tu parlais de contenus sexuels, enfin, on a parlé des contenus de qualité. Tu as trouvé ça injuste? Moi, j'ai trouvé ça super injuste. Parce que je trouve que c'est des sujets dont on a besoin de se parler et il faudrait qu'on soit capable de faire la distinction entre ce qui est du contenu qui est pas normal, qui est répréhensible, du contenu qui est simplement pornographique et il y a de l'offre et de la demande, du contenu qui est lié à la sexualité, à ton orientation, à ta contraception, à ton plaisir aussi, et tous les sujets encore plus gravissimes dont qu'on n'arrive pas à faire la distinction, de santé intime. Tous les sujets liés notamment à la santé de la femme, tout ce qui est grossesse, allaitement. Il y avait eu un peu un tollé, tu vois, sur Instagram sur on doit laisser les femmes enceintes pouvoir allaiter dans la rue. En fait, aujourd'hui, on a l'impression que allaiter dans la rue, c'est un acte sexuel. Enfin, en fait, il faudrait qu'on arrive à compartimenter ces sujets-là. Et aujourd'hui, on a une forme de puritanisme, en fait. Enfin, en tout cas, sur l'image, sur ce qui est autorisé dans certaines images, c'est ça que... Ouais, on met tout dans le même sac. On a tendance à tout mettre dans le même sac. Surtout quand on se parle de plateforme, je parle pas du jugement personnel, mais ouais, on a beaucoup de mal à compartimenter ces sujets-là qui sont pourtant, quand on le voit écrit noir sur blanc, littéralement très différents, quoi. Et est-ce que tu as essayé de partir de l'autre côté, tu vois, typiquement, parce que tu t'es dit, bon, bah là, j'y arrive pas, chez Meta, Google, SEO, ça marche pas comme je voudrais. Est-ce que tu as essayé d'aller chercher le trafic là où il est, c'est-à-dire, par exemple, sur les sites porno ou vraiment, on va dire, les endroits où se trouve le contenu adulte, justement? Bonne question, et on me la pose systématiquement. Moi, jusqu'à là, il y a quelques mois, le SEO, c'était mon canal d'acquisition prioritaire. Enfin, je voulais en faire mon canal d'acquisition prioritaire. Donc, je me suis toujours dit qu'il fallait que je prenne des décisions qui soient en phase avec ça. Et déjà que je donnais beaucoup de signaux à Google d'adultes, tu vois. Si en plus, ils voyaient que j'avais des liens qui renvoyaient vers Salty sur des sites porno, ça n'allait pas arranger mon affaire. Donc, j'ai voulu préserver l'image que Google se faisait de Salty tout au long du parcours. D'où le fait d'avoir très vite évincé l'idée de diffuser de la publicité sur des sites pornographiques. Ok. Là, du coup, t'en es où? Enfin, en gros, on a un peu épuisé. Enfin, il y a peut-être d'autres pistes que tu as creusées en acquisition, mais ça donne quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, ça donne un projet qui est plutôt sur la fin. Il restait évidemment plein de pistes pour pouvoir faire vivre la marque. Par exemple, des stratégies plus physiques, sur de l'événementiel, sur du retail, ou peut-être, pourquoi pas, inventer quelque chose en lien avec le B2B. Oui. Je dis pas. Alors toi, tu es distributeur aujourd'hui, donc c'est peut-être aussi une contrainte. Oui, tout à fait. Mais disons que ça aurait pu. Moi, c'est vrai que c'était un projet sur lequel j'avais envie de m'éclater sur du e-commerce. Donc, j'ai assez vite pris la décision de vouloir rester dans ce secteur-là, et donc de ne pas exploiter ces pistes-là. Mais dans une idée de sauver la marque, ça aurait pu. Mais non, aujourd'hui, je suis plutôt, je pense, sur une phase j'envisage plutôt de liquider la marque. Ok. Là, au courant de l'année 2020. Tu fais quoi? Je crois que tu as une nouvelle activité. Et oui. Ouais, j'ai la chance d'avoir rejoint l'agence Moon Moon, qui développe des sites internet e-commerce. On est spécialisé sur Shopify. Ok. Donc, j'accompagne leurs clients dans toute la refonte, migration de leur site. Donc, en fait, je suis un peu passée de l'autre côté. Ouais, tu mets à profit ton expérience et celle-ci, tu te dis, je vais liquider. C'est acté, c'est pas encore décidé. C'est pas encore décidé. Comme le SEO fait un peu le yo-yo, moi, j'y passe très peu de temps maintenant, mais j'ai quand même aujourd'hui un certain chiffre d'affaires. Donc,
J'ai pas envie de le liquider tant que ça roule, disons, un peu tout seul. Ouais. Mais c'est plutôt dans les plans de l'année d'arriver sur la fin du Toi, tu te projet. sens comment par rapport à ça? Ça te fait quoi? Non, moi, en tant qu'entrepreneur, je suis plutôt alignée avec ma décision. Je l'ai prise il y a un certain temps. J'ai eu le temps de faire le deuil de ce projet-là. J'ai plein d'autres projets qui me plaisent beaucoup. On a une super équipe avec Moon Moon. Je projette plein de choses avec eux. Donc, moi, je suis vraiment sur autre chose. Je me projette sur autre chose. Tu es passée rapidement à autre chose. Ouais. Mais j'aurais appris plein de choses. Oui. Et du coup, là, tu as quoi? Quelques ventes, tu gères quelques colis par Ouais, semaine, c'est exactement. ça? Et puis, en gros, tu vas plutôt vers le fait de vendre tout ton stock, Ouais, peut-être? exactement. J'aimerais bien arriver à liquider ce qui me reste en stock et ensuite rideau. OK. Et si quelqu'un était intéressé pour reprendre Salty aujourd'hui? J'avais déjà pas mal exploré cette piste-là, donc il y a des chances que les personnes susceptibles d'être intéressées aient déjà été contactées par ma part, mais s'il y a des intéressés de dernière minute, n'hésitez surtout pas. OK. Écoute, peut-être, hein, on regardera si on a des questions en ce sens dans le chat. Qu'est-ce que justement, je vais regarder en question ce que je vais avoir. Toi, aujourd'hui, bon, là, du coup, tu utilises ton expérience Salty, dans le e-commerce, pas sur ce secteur-là. Mais par rapport au secteur de la sextech, comment tu vois l'avenir, toi? Ouais, j'aurais bien aimé finir En sur une France, petite pardon. note positive là-dessus, mais c'est pas facile. J'y ai pourtant réfléchi. Je trouve que c'est un secteur qui se porte pas très bien dans la perception qu'on en a et que les plateformes en ont, que ça va pas tellement en s'arrangeant. J'ai pas tellement envie de soulever des sujets trop politiques, mais en fait, tout ça, c'est lié à des sujets éminemment politiques sur la façon dont notre société traite tous les sujets de sexualité. Donc j'ai du mal à voir comment ça peut grandement s'améliorer à très court terme. Sur la question de pouvoir communiquer, parce que c'est quand même un marché, tu disais, qui est en croissance de 7%, si je me trompe pas. Ouais. Ce qui est plutôt pas mal, hein, pour un marché qui existe depuis longtemps. Du coup, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait arriver à faire entendre la voix de la sextech un peu plus haut, un peu plus loin, un peu plus en Amérique. Ouais. Ce qui est un exercice difficile. Aujourd'hui, il y a le collectif Sextech for Good avec Christelle Bouni qui essaye de porter cette voix-là. Ils demandent quoi, du coup? En fait, aujourd'hui, leur premier combat, il est plutôt pas sur le digital, il est plutôt sur l'industrialisation de la filière, notamment en France. Parce qu'aujourd'hui, alors je vais pas tant digresser sur le sujet, mais on a du mal à faire produire des objets liés à la sextech en France pour plein de raisons. Oui. Et donc ça, c'est plutôt leur premier combat. Le digital, il y a une forme un peu de fatalisme, honnêtement, dans l'écosystème sextech qui s'est installé. Ouais, c'est un peu triste, mais on essaye plutôt de le voir comme quelque chose de complémentaire à d'autres activités. C'est difficile aujourd'hui de faire un plan d'entreprise dans la sextech focalisé sur du digital. Et là, du coup, sur le marché, il reste qui? Il reste des acteurs un petit peu installés depuis longtemps, type Dorsel ou Passage du Désir, qui est Ouais, aussi un exactement. acteur qui existe depuis longtemps. Qui sont aussi présents en physique. Qui sont aussi présents. Alors, il y a ça aussi qui peut jouer, effectivement. Est-ce que l'omnicanalité, c'est pas un... Ah si, carrément. Ouais, c'est la clé. Ça, l'omnicanalité, c'était aussi une des pistes pour Salty. Soit en sauvetage, soit juste en projection à plus long terme. Moi, j'aurais beaucoup aimé. Ça demande quand même des fonds supplémentaires. Et aller chercher des fonds quand tu défends un projet sextech, c'est aussi une sacrée paire de manches. J'ai beaucoup réfléchi et j'ai pris la décision de ne pas m'embarquer là-dedans parce que j'avais plutôt envie de faire autre chose. Par contre, ça peut être une super idée. Et je pense qu'on en a besoin. Et du coup, je vais terminer sur une dernière question. Si tu devais donner un conseil à un entrepreneur ou une entrepreneur qui veut se lancer dans la sextech, ça serait quoi? Ce serait de bien s'accrocher, de bien s'entourer, de pas penser qu'on peut être plus malin que les autres parce que les plateformes auront quand même le dernier mot. Et si l'idée, c'est de miser sur un plan qui est 100% digital, il faut être sûr qu'il soit bien calibré parce que on peut avoir beaucoup de mauvaises surprises en route sur les plateformes et on est maître de rien. Et sur le choix du business model, est-ce que tu auras un conseil particulier? Est-ce que
Le fait d'être distributeur, enfin, sur le sourcing produit, est-ce qu'il y a des choses qui, toi, t'ont marqué un petit peu? Moi, ce qui m'a marqué, c'est surtout, la volonté de tous les acteurs qui produisent leurs propres produits d'avoir plus de distributeurs, Mmh. d'avoir des acteurs nouveaux en France. En fait, tous mes fournisseurs étaient, tellement ravis que Solti existe. Ça leur donnait de nouvelles perspectives sur une forme d'acteurs qui n'existait pas aujourd'hui en France. Donc eux, ils sont tellement demandeurs de ça et c'est mes plus grands regrets en pensant à la liquidation de Solti, c'est de me dire qu'on ne travaillera plus ensemble et que c'est une porte qui se ferme pour eux. Donc, non, eux sont vraiment demandeurs de ça, quoi, à fond. Tu vas peut-être les recroiser dans une vie, professionnelle ultérieure, sait-on jamais? Bien sûr. S'ils veulent refaire leur site sur Shopify. Tu es disponible, OK. Merci. Le mot de la fin, ça serait quoi pour toi? Le mot de la fin, ce serait, de se dire que c'est pas parce qu'un projet arrive à la fin que c'est la fin de quoi que ce soit et qu'il faut le prendre avec philosophie. Bah, écoute, on prend comme ça. Merci beaucoup. Merci. Merci Mathilde pour ton accueil.